Alors, j'aimerais d'abord remercier Claudia pour cette belle invitation et la Fondation Agalma de permettre cette réunion expérimentale, si j'ai bien compris, que je trouve vraiment passionnante. Et donc, je l'ai vraiment pris comme une expérience expérimentale en lisant les textes que tu nous as envoyés, Claudia. Donc ma perspective est une perspective de littéraire. Je n'ai pas l'érudition linguistique que nous venons d'entendre, mais les explications que nous avons entendues sont extraordinairement éclairantes pour les questions que j'aimerais soulever, qui concernent en fait le style des documents que nous avons lus grâce à Claudia. Et donc, j'aimerais commencer par vous parler du style de Saussure, donc vraiment dans ces documents en particulier, et dans son style, de son recours à des adjectifs étonnants et à certains tropes kinésiques. Alors, étonnants peut-être moins maintenant, qu'on a entendu des explications concernant le contexte épistémologique dans lequel Saussure a écrit. Et donc aussi à son recours à des tropes kinésiques, c'est-à-dire à des images figurées portant sur la corporéité, la motricité et la spatialisation des processus cognitifs et des idées. On trouve en effet des phrases, et je cite pour ceux qui ont le document, c'est à la page 56, des phrases comme, je cite, « Pour aborder sainement la linguistique, il faut l'aborder du dehors, mais non sans quelque expérience des phénomènes prestigieux du dedans. » Donc on a ici le concept de santé, de prestige associé à la linguistique et un rapport interne-externe de la réflexion portant sur celle-ci. Suite à cette phrase, Saussure explique pourquoi il a divisé son livre en paragraphes très courts, je cite, « Car si ce livre est vrai, il montre avant tout qu'il est profondément faux de s'imaginer qu'on puisse faire une synthèse radieuse de la langue, en partant d'un principe déterminé qui se développe et s'incorpore. Il montre qu'on ne peut comprendre ce qu'est la langue qu'à l'aide de 4 ou 5 principes sans cesse entrecroisés d'une manière qui semble faite exprès pour tromper les plus habiles et les plus attentifs à leur propre pensée. C'est donc un terrain où chaque paragraphe doit rester comme un pieu solide, enfoncé dans le marécage, avec faculté de retrouver sa route en arrière comme en avant. » Fin de citation. On a donc ici une pensée qui cède de tropes kinésiques, c'est-à-dire d'images figurées portant sur la corporéité et la motricité. La corporéité, par exemple, dans un autre passage, quand Saussure cherche à expliquer la nature de l'aposème, par l'image du cadavre, mais d'un cadavre sans organes, etc. Peut-être on pourra y revenir. Et la motricité, quand il explique l'organisation de son livre au moyen de l'image kinésique d'une démarche permise en avant et en arrière par des pieux solides enfoncés dans un marécage. En lien avec cet aspect, le plus intéressant pour moi dans le document que nous avons reçu est de voir un travail réflexif à l'œuvre, précisément une pensée attentive à elle-même et à sa propre démarche épistémologique. Comme l'a bien montré Claudia dans son article sur l'aposème, nous avons les traces d'une pensée en pleine élaboration, engagée dans des processus réflexifs de construction, de correction, de réélaboration et d'expérimentation. Cette démarche m'a fait penser à l'article de François Le Guil « Quand peut-on et doit-on interpréter un symptôme ?» dans lequel il écrit ceci. « L'inconscient travaille pour essayer, avec les mots et les images, de se débrouiller avec ce que du corps il n'arrive ni à imaginer ni à nommer. » Saussure, lui, utilise les mots du corps, les sèmes du soma, pour se débrouiller à dire et à imaginer ou imager la parole et le sème. Par exemple, dans le document que nous avons lu, nous trouvons l'image très kinésique du ballon pour dire le signe et le sème. Je cite, c'est à la page 60. « On ne peut vraiment maîtriser le signe, le suivre comme un ballon dans les airs, avec certitude de le rattraper, que lorsqu'on s'est rendu complètement compte de sa nature. Le ballon
c'est le sème, et l'enveloppe, le saume. Mais cela est loin de la conception qui dit que l'enveloppe est le signe et l'hydrogène la signification, sans que le ballon soit rien pour sa part. Il est tout pour l'aérostier, de même que le sème est tout pour le linguiste. Fin de citation. Nous sommes là en pleine pensée kinésique. Le raisonnement, et c'est ça que j'aimerais souligner, le raisonnement s'appuie sur une image motrice en développant un embryon de narration, ce qui est typique de la figuralité, ça développe un embryon de narration, Gérard Genette l'a bien montré, avec des intentions motrices, rattraper le ballon, et des affects, le ballon est tout pour l'aérostier. Cette pensée en marche ou en vol s'appuie pour communiquer sur des images qui, pour être comprises, doivent activer des simulations perceptives, c'est-à-dire des actes cognitifs dynamiques basés sur un savoir d'ordre perceptif, visuel, moteur, auditif, tactile, etc. Pensez à ce qu'implique l'idée de rattraper un ballon. La réflexion se fait ainsi, se communique ainsi, et il semble attendu du lecteur qu'il en fasse autant. Alors, j'ai travaillé sur la question des simulations perceptives en littérature et dans les arts visuels, et j'aimerais faire un détour par là pour revenir ensuite à la fameuse question de l'aposème. Dans un article du journal Cognition, Richardson et Matlock écrivent ceci, je lis la traduction française. Ils écrivent ceci, que la compréhension du langage est un processus qui génère des représentations perceptivo-motrices. Suite aux expériences qu'ils ont menées, Richardson et Matlock ont trouvé que la compréhension de descriptions de mouvements fictifs a conduit à des mouvements oculaires le long d'un passage reflétant une simulation interne de mouvement. Plus généralement, le mouvement simulé est connu pour figurer dans un large éventail de processus cognitifs tels qu'inférer du mouvement à partir d'images statiques, comprendre des descriptions de mouvements réels et résoudre des problèmes quotidiens de physique. Alors, j'aimerais rapidement vous montrer deux exemples visuels pris chez Chardin qui illustrent l'idée d'inférence motrice à partir d'images statiques. Ici, vous avez donc l'enfant autochtone que j'analyse dans mon livre sur le style des gestes, où on voit que l'image organise la possibilité d'une inférence entre l'objet que regarde l'enfant, c'est-à-dire la toupie, et la position de sa main. Donc ici, on a cette main-là qui est extrêmement intéressante parce que en suivant le regard de l'enfant, on la met en lien avec l'objet qu'il regarde et on infère de façon, donc de ce qui relève de la cognition motrice, le geste qui a permis à l'objet de tourner, l'objet donc étant une toupie. Dans le livre, évidemment, on peut dire beaucoup plus de choses sur ce tableau, en particulier entre le lien entre cette posture de préhension fine et la plume et le crayon ici qui est suspendu en dehors du tiroir. Mais j'ai déjà beaucoup parlé de ce tableau. J'aimerais vous montrer cet autre tableau de Chardin. Est-ce qu'il faudrait peut-être... On peut avoir moins de lumière, en fait. Oui, parce qu'on ne voit pas très bien. On peut, je crois, diminuer, pas forcément éteindre, mais... Ah, voilà. Oui, c'est bien, on voit mieux la bulle. Donc, notre compréhension de ce tableau repose sur une simulation perceptive. En effet, notre compréhension de la forme circulaire et transparente qui fait l'attention des deux personnages implique que nous simulions perceptivement l'action qui consiste à faire une bulle, soit un objet construit par un souffle mesuré à partir d'une substance particulière, le savon, laquelle est susceptible d'éclater au moindre contact. C'est la production d'une simulation perceptive qui nous permet de donner un sens à cette forme et de générer une anticipation sensorimotrice, à savoir le souffle gonfle la bulle qui dure quelques secondes, puis éclate. La simulation sensorimotrice inclut la finesse avec laquelle il faut mesurer son souffle et manier la paille pour espérer que la bulle se forme. On a donc la même attention
à l'exactitude en fait, du mouvement, par exemple, pour faire tourner la toupie, et ici du souffle, du contrôle du souffle pour que la bulle soit possible. Si on souffle trop fort, ça ne se fait pas. Si on souffle trop faiblement, non plus. Donc ce savoir-là, c'est ce qui relève de ce qui s'appelle en anglais « embodied cognition », hein, et que l'œuvre ici active chez le spectateur. Alors, pour vous donner un dernier exemple des simulations perceptives, j'aimerais vous montrer une séquence prise chez Chaplin, que Nicolas connaît bien, parce que je trouve que c'est vraiment exemplaire en quelques secondes de notre capacité à activer en fait, ce qui s'appelle Embodied Cognition. Donc la situation est celle de Charlot, donc The Tramp, hein, le clochard en anglais, le personnage de Chaplin, qui s'est évadé de prison et qui se retrouve par une succession d'événements dans la maison du juge, qui est censé le juger en prison, assis sur un balcon avec la fille du juge, qui évidemment ne sait pas qui s'est emprisonné, qui s'est échappé, et on leur apporte 2 coupes de glace, et il ne sait pas comment manger ça. Et donc vous allez voir qu'il va prendre toute la boule de glace dans la cuillère, et il va vouloir boire le jus qui a déjà fondu, et pendant qu'il fait ça, la boule de glace tombe dans son pantalon. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la capacité de Chaplin de provoquer chez le spectateur la simulation perceptive extrêmement claire de la sensation de la glace, donc de quelque chose qui relève du tactile et du thermique. C'est froid et c'est humide. Et il le fait par un jeu extrêmement fin. Alors tout d'abord, il regarde plusieurs fois la caméra, qui, chez le spectateur, induit une réaction d'attention accrue. Hein. Si tout à coup quelqu'un vous regarde, il y a des expériences qui ont été faites en neurosciences, justement, le fait d'être regardé augmente immédiatement la capacité d'attention. Donc il utilise ça en regardant la caméra, ça dure une fraction de seconde, il le fait plusieurs fois, et vous allez voir que la simulation perceptive est augmentée chez le spectateur, et s'ajoute à notre réception de mouvements kinésiques extrêmement subtils. Alors il y en a un que je trouve extraordinaire, c'est quand d'abord on voit que tout à coup il réalise ce qui se passe et qu'il commence à sentir l'effet de la glace, et là il a une espèce d'affaissement du torse que je trouve parfait. Enfin, bon voilà, c'est mon appréciation, mais je vous le dis à l'avance pour que vous fassiez attention à cet aspect-là. Ce qui est important là, c'est sa capacité expressive kinésique d'induire chez le spectateur l'inférence de ce qu'il est en train de ressentir, très physiquement, et inférence que nous produisons par une simulation perceptive tout à fait clairement sensorielle, hein, thermique et tactile. Voilà, la glace tombe. Là, il se la sent. Vous voyez tous les regards vers la caméra. Hein? Et là, il va trouver une solution. La glace glisse le long de la jambe. Donc, ça, c'est pour vous comprenez bien ce que c'est que la simulation perceptive. Et vous voyez à quel point on est tous experts là-dedans. C'est-à-dire qu'on pratique ça tout le temps, au quotidien. On fait des inférences sur la base de simulation perceptive. Alors, donc, ce qui est intéressant ici, c'est que on ne voit plus la glace une fois qu'elle est dans le pantalon. Mais on construit en fait une narration de ce qui se passe, en fait, et du chemin qu'elle suit pour sortir par le bas du pantalon. Alors, pour ce qui est maintenant de la littérature et du langage, certains auteurs parviennent à utiliser la langue de manière à activer des simulations perceptives remarquablement prononcées. Ce qui est frappant chez Proust, par exemple, est qu'il le fait d'une manière qui ne laisse pas le choix au lecteur. Soit ce dernier fait ce travail perceptif, donc entre vraiment en matière avec le langage et l'image qu'il nous soumet, soit le texte reste opaque. Il n'y a pas vraiment de compromis possible.
Le contemporain de Proust, James Joyce, a lui aussi travaillé sur la simulation perceptive, mais autrement, en réinvestissant une technique d'écriture médiévale appelée technique des entrelacs. Cette technique est une mise en relation par la réitération lexicale de passages parfois distants du texte, permettant de reconstituer un scénario sous-jacent du texte, un scénario sous-jacent qui reste non formulé au niveau de l'intrigue, de la diégèse, mais qui est déterminant pour la compréhension de la narration. C'est très long à démontrer, je ne vais pas le faire ici maintenant, j'ai beaucoup publié là-dessus, mais pour vous donner un exemple, par exemple dans Ulysse, le personnage de Bloom, Léopold Bloom, boit du vin dans la diégèse. Mais au niveau du scénario sous-jacent construit par les entrelacs, un cheval boit une limonade. Et c'est une information qui est rêvée par la fille de Bloom, qui n'est jamais présente dans la diégèse. Elle n'apparaît jamais comme personnage, on fait référence à elle, mais le texte, à un certain moment, fait référence au rêve non formulé et non unremembered, dont on ne se rappelle pas, du rêve de Milly, dans lequel elle rêve d'un cheval qui boit de la limonade, et c'est un élément absolument fondamental de ce scénario sous-jacent qui est construit entièrement et à travers tout le texte par les entrelacs. Et si on ne comprend pas cet événement-là, on ne comprend pas ce qui se passe dans la diégèse. Bon, il faut me croire sur parole, mais bon, j'ai publié beaucoup sur cette question-là. J'en parle parce que je pense que c'est un exemple intéressant d'une méthode d'analyse littéraire qui montre à quel point c'est nécessaire d'être attentif à la dynamique du sème et qui permet donc de saisir plus étroitement cette technique d'écriture. Si on est attentif à la dynamique du sème saussurien, c'est-à-dire à ce qui se passe au moment où le sème apparaît dans sa réalité double, de signifiant-signifié, à ce moment-là, on peut travailler sur les simulations perceptives que les occurrences lexicales induisent et construire du coup l'entrelac sous-jacent à la diégèse. Et c'est quelque chose de démontrable, donc il ne s'agit pas simplement d'impression fugace, c'est quelque chose qu'on peut vraiment pointer et démontrer par une technique d'analyse. Alors, ça serait trop loin de démontrer, ça se fait sur toute la longueur du texte. Donc, pour poursuivre sur cette question, j'aimerais revenir à la puissance expressive du kinésique chez Chaplin pour progressivement revenir à la question de la posème. Dans la scène qui va suivre, et là, maintenant, je rentre dans la zone expérimentale. Donc, je peux totalement me tromper. Je vous soumets une proposition de lecture. Je vais vous montrer 2 séquences de Chaplin qui sont, pour moi, très, très intéressantes. Et très, le défi, c'est comment est-ce qu'on fait pour analyser ces scènes. On peut les balayer en disant, bon, de toute façon, c'est du burlesque, c'est pas très important. Je pense qu'il se passe quelque chose de très, très intéressant par rapport, en fait, au langage. Dans la scène qu'on va voir, The Tramp est assis autour d'une table bourgeoise avec des gens, etc. Il a une kinésie qui montre qu'il est conscient des conventions. Il a des petits gestes au début qui dit à ses voisins de table, attention, on doit bien se tenir. Et il a une posture qui montre qu'il est sensible à ça. Et à ce moment-là, il prend une fourchette. Bon, je vous gâche un peu le plaisir, mais c'est pour que vous voyez où je veux en venir. Il prend une fourchette et à ce moment-là, il se gratte le crâne avec la fourchette. Donc, il est sans arrêt en train de transgresser ce qu'il a établi comme convention. Ensuite, il essaye de manger des spaghettis avec cette fourchette. Et comme avec la glace, il ne sait pas vraiment comment utiliser ces outils culturels de rapport à la nourriture. Et il ne sait pas comment faire, il n'y arrive pas, etc. Et son voisin de droite mange les spaghettis et il y a toujours un spaghetti qui reste en dehors un tout petit moment. Et avec un geste totalement minuscule, mais d'une efficacité que je trouve fascinante, il transforme ce spaghetti en autre chose qu'un spaghetti. C'est-à-dire qu'au moment où son voisin va aspirer le spaghetti, il fait comme ça. C'est rien, il fait juste ça. Et il y a un processus métaphorique kinésique qui, à mon avis, a lieu, c'est-à-dire que 2 spaghettis
on a quelque chose qui devient la queue d'une souris ou d'un animal qui rentre en fait dans la bouche du personnage. Donc avec un geste minuscule, il opère une métaphore kinésique qui fait que A égale B. Le soleil est une orange. Hein. C'est le principe de la métaphore. Attention, bien se tenir. Voilà, petit geste, il se gratte. Regardez le spaghetti à droite, hop. Il n'y arrive pas. Hop. Troisième fois. Quatrième fois. Et maintenant, il ajoute magique. D'accord ? Donc, vous voyez, l'économie de moyens, mais l'efficacité incroyable. C'est-à-dire qu'on voit, il a vraiment transformé un spaghetti en quelque chose d'autre, en quelque chose de vivant. Voilà. D'accord ? Donc là, évidemment, on n'est pas dans le linguistique, il ne s'agit pas de mots, mais en même temps, à mon avis, on est vraiment à la lisière. On est à la lisière d'un système... voilà, on a quand même de la métaphore, là, par quelque chose de très, très minimal, où il arrive à signifier souris et magie, hein, comme ça, de manière très, très efficace. Donc, par son jeu, voilà ce que je viens de dire, Chaplin tire le non-linguistique vers la lisière du système où le signe devient sème. Par un geste rudimentaire mais remarquablement efficace, il transforme un spaghetti en queue de souris ou de rat ou autre. C'est selon votre simulation perceptive, c'est-à-dire qu'après, peu importe l'exactitude de la simulation, mais on comprend le processus cognitif moteur qui l'engage chez nous. Alors reste, et c'est entendu, que le terme sème semble être restreint au domaine linguistique. Je cite Claudia, et je cite de Saussure, quant à l'aposème, c'est l'enveloppe du sème et non point l'enveloppe d'une signification. C'est entendu, mais on continue quand même à explorer. Et pour réfléchir à cette question d'aposème, je vais à nouveau donc, sortir du champ linguistique strict et rester avec Chaplin. Chaplin a résisté au parlant pendant 13 ans. Premier film parlant, 1927, il n'a pas utilisé les dialogues synchroniques jusqu'au grand dictateur. Il aurait pu, il ne voulait pas, pendant 13 ans. Pourquoi ? Parce que je pense que ce qu'il avait à dire était de l'ordre du kinésique. Le parlant de l'époque était extraordinairement bavard. Les personnages devaient rester immobiles parce qu'il fallait que le micro puisse capter le son, etc. Lui, ce qu'il avait à dire, c'était vraiment de l'ordre du kinésique. Dans la scène qui va suivre, bon alors vraiment là on est dans l'expérimental, en général je ne montre pas cette scène, mais comme il y a des psys ici, il paraît qu'ils ont peur de rien, donc je la montre, c'est assez particulier. The Tramp réagit très très fortement à la présence d'une femme qui arrive. Alors, ce que je propose, de manière totalement hypothétique, pour réfléchir à la question de l'aposème, c'est que l'équivalent non linguistique des sèmes linguistiques est, dans cette scène, en permanence doublé par ce qui me paraît pouvoir être mutatis mutandis, l'équivalent d'aposème. Claudia écrit cette belle phrase dans l'article « Propos sur l'homonymie », je cite, « Ce jeu entre sème et aposème est fait par le sujet parlant qui a besoin d'exprimer ce qui ne peut pas être dit. » Fin de citation. Donc, dans la scène que nous allons voir, le personnage de Charlot réagit fortement à la présence d'une femme et s'engage dans une succession de gestes qui disent golf et billard. Il utilise sa canne et il fait des gestes de golf et de billard, tout en étant enveloppé massivement par l'expression de ce qui ne peut pas être dit, mais qui saute littéralement et très concrètement aux yeux des autres personnages, comme vous allez voir. Donc, voilà la scène. C'est absurde comme geste, mais c'est génial.
Voilà, alors ça saute aux yeux. Billard. Donc là, il vient de dire golf. Là, il dit billard. Golf. Voilà. Donc, l'équivalent des sèmes serait les gestes de golf et de billard. Et l'équivalent des aposèmes serait ce qui se dit simultanément à travers les mêmes gestes ou à côté de ces mêmes gestes, tel que ce qui a été écarté du réseau des sèmes. L'idée n'est pas que les sèmes golf et billard soient homonymes, c'est-à-dire ici morphologiquement similaires à la kinésie générée par l'attirance que ressent Charlot. L'idée que je vous soumets de façon vraiment, encore une fois, purement expérimentale serait plutôt que les gestes de ces sports, arbitraires, ça aurait pu être d'autres sports, sont potentiellement porteurs de cette résonance et de cette décharge d'intensité qui, dès lors, peut être activée au moment précis de cette scène pour dire, de façon doublement muette, ce qui ne peut être dit tel quel. Je cite Claudia dans son article « L'aposème, unité de parole ». La construction de la moyenne entre l'impression acoustique et l'articulation nécessaire à produire cette impression serait ainsi concomitante à celle des sèmes, mais resterait toutefois distincte. Ainsi, se construisent peu à peu deux réseaux parallèles, mais non parfaitement analogues. L'un est systématique et momentané, celui des sèmes, l'autre essentiellement perceptif, celui des aposèmes. Cette moyenne acoustico-articulatoire est indépendante du sème, tout en ayant été créée avec lui, en même temps, mais à côté du sème. C'est ainsi qu'on peut toujours détacher l'aposème du sème, les poètes et l'inconscient étant les maîtres par excellence de cet exercice. Et je reviens à la citation de François Le Guil, « L'inconscient travaille pour essayer, avec les mots et les images, de se débrouiller avec ce que du corps il n'arrive pas à imaginer ni à nommer. Les aposèmes me paraissent pouvoir être compris comme une voie importante pour l'inconscient et les poètes, cherchant au moyen des mots et des images à se débrouiller avec ce que du corps nous n'arrivons pas à nommer. Et les poètes le font en nous renvoyant à notre propre cognition et en nous donnant à voir comment le sème et l'aposème se détachent, se distinguent. Alors pour terminer, j'aimerais avoir recours à un poète, à un grand poète et la mine d'or kinésique qu'est La recherche du temps perdu, Marcel Proust. Dans ce passage, nous avons la description des sentiments soudains et intenses de Charlus pour un violoniste, qui ressemble au fond à ceux de Chaplin, à ceux que Chaplin articule dans la scène que nous venons de voir à travers la kinésie remarquable de son personnage de Charlot. L'amour cause ainsi de véritables soulèvements géologiques de la pensée. Dans celle de Monsieur de Charlus, qui, il y a quelques jours, ressemblait à une plaine, et c'était frappant que vous utilisez cet exemple, ressemblait à une plaine si uniforme qu'au plus loin qu'il n'aurait... Pardon, je recommence. Dans celle de Monsieur de Charlus, qui, il y a quelques jours, ressemblait à une plaine si uniforme qu'au plus loin, il n'aurait pu apercevoir une idée au ras du sol. S'était brusquement dressé, dur comme la pierre, un massif de montagnes, mais de montagnes aussi sculptées que si quelque statuaire, au lieu d'emporter le marbre, l'avait ciselé sur place, et où se tordaient, en groupes géants et titaniques, la fureur, la jalousie, la curiosité, l'envie, la haine, la souffrance, l'orgueil, l'épouvante et l'amour. Nous avons ici, comme chez Saussure, des adjectifs étonnants comme titanique et des images figurées portant sur la corporéité, la motricité et la spatialisation des processus cognitifs et des idées, et peut-être aussi des états somatiques liés à ce qui nous est dit des idées incarnées de Charlus, mais s'ils le sont, ce serait à travers les aposèmes de certains sèmes. Enfin, dans ce passage, une métaphore complexe et filée, avec suffisamment d'ampleur pour qu'elle soit susceptible de laisser des traces dans la pensée et peut-être les assemblées de neurones du lecteur qui se seraient dangereusement engagés dans les simulations perceptives d'un massif de montagnes ciselées se contorsionnant en groupes géants d'abstraction affective. Je vous remercie. Alors,
Alors, merci Guillemette. On a un petit peu dépassé le temps prévu, Claudia, mais on a la possibilité de discuter encore un petit peu. Vous nous avez donné matière, évidemment, à poser toutes sortes de questions. Donc là, je me tais, je laisse la parole à qui veut la prendre. Bon, moi, Allez. donc cette notion de... C'est une question à vous, puis aussi à Claudia, parce que vous avez cité d'aposème, donc n'est pas connu, enfin, n'a pas frappé Lacan. Il n'a pas pu la lire. Il n'a pas pu la lire, voilà. Donc, Elle n'apparaît pas dans les cours de linguistique générale. Elle n'apparaît pas, elle apparaît dans les écrits de linguistique générale, des écrits enfin, qui ont été retrouvés justement dans le coffre, là où je ne sais pas. Donc il n'a pas. Mais au fond, je me disais par rapport au signifiant, enfin, c'est toujours le débat que nous avons, par rapport au signifiant, quel est le statut de l'aposème? Parce que je trouve que c'est très intéressant dans votre démonstration sur comment est-ce que vous dites là, les métaphores kinétiques, kinésiques, pardon, voilà, les métaphores kinésiques, on voit qu'il y a une matérialité de l'aposème que le signifiant ne porte pas. Enfin, finalement, la démonstration que vous avez faite du détachement entre l'aposème et le sème, vous avez pu le faire en ajoutant cette dimension kinésique, alors qu'elle n'aurait pas pu être faite peut-être de même avec le signifiant. Alors c'est vraiment une question ça, hein, et tout à fait, mais c'est bon, l'experte c'est Claudia, hein. Moi j'essaie de suivre un petit peu ce que tu articules dans tes articles, mais effectivement c'est tout à fait la question que je me suis posée entre le signifiant tel qu'on avait un peu l'habitude de le pratiquer, hein, avec le caveat de Claudia qui insiste sur le fait qu'il faut parler plutôt de sème, c'est-à-dire que et de sa dynamique. Et ça rejoint tout à fait effectivement les problématiques sur lesquelles j'ai travaillé par rapport à la technique d'entre-là et ensuite de simulation perceptive, parce qu'effectivement si on réfléchit en ces termes, ce qui devient absolument fondamental, c'est l'acte dynamique cognitif qui va faire qu'on active quelque chose par le sème. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe aussi autour du sème, qui pourrait être de l'ordre justement de cette aposème, mais qui est assez compliqué à comprendre étant donné que Saussure parle de cadavre. Moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus finalement posé le problème, c'est pourquoi est-ce qu'il parle de cadavre. Et ton article sur l'aposème est très éclairant à cet égard, parce que finalement, ça permet ensuite d'observer dans les moments où la parole en fait active les sèmes, comment quelque chose relève et se creuse, qui serait justement l'aposème, par cette intervention active de la parole. Et donc là, effectivement, je sors un petit peu du champ linguistique, étant donné que là, je vous ai montré des films muets, mais pour moi, c'était une manière de réfléchir à cette question de ce détachement, justement, entre le sème et l'aposème. Moi, je suis très contente d'avoir entendu ton exposé, parce que c'est vrai que cette notion aposème-sème, c'est vrai que Saussure, c'est seulement dans les notes manuscrites qu'on trouve ces deux notions. Et il commence à travailler un peu en 1891, donc c'est pour ça qu'on trouve des textes dans les écrits, mais il y a encore des notes, même postérieures au cours, me semble-t-il. Donc c'est une réflexion qu'il mène pendant 20 ans, et son problème, disons que il essaye. Il y a une petite note où il dit « Qu'est-ce qu'une unité linguistique ?» Alors, son grand problème, c'est l'unité. Et en cherchant l'unité linguistique à délimiter un objet, l'unité, il trouve plusieurs sortes d'unités. Et entre ces unités, il trouve quelque chose qui est plus perceptif. Donc, c'est ce qu'il appelle une moyenne acoustico-articulatoire, qu'il appelle aposème. Il donnera encore d'autres noms, les sommes, l'inertum, kénome. Et l'autre unité, c'est l'unité significative, celle qui a un sens.
celle qu'on comprend. Et donc c'est cette unité significative qu'il va essayer de définir et qu'il va définir comme les signes linguistiques dans les cours, signifiant, signifié, mais dans une unité qui est vraiment comme une feuille de papier. Elle est vraiment à double face et c'est une seule. Et il va trouver signifiant, signifié quand il faut les distinguer, mais quand il veut parler de l'unité entière, il utilise SEM. Donc le SEM, il signifie, alors que l'aposème, il est à côté du SEM, il est là, il est plus perceptif, mais il n'a pas de sens. Il est plus. Ouais. Il est quoi? Il est plus perceptif. Oui, il est du côté Il est du côté du perceptif. Oui, ok, ça marche. Alors que les SEM, signifiant, signifié, il est éphémère, il est dans l'acte. Alors, est-ce que je... Oui. C'est comme le geste, justement. Voilà. Billard, Et là, tout ce qu'il y a autour, oui. c'est là, tu vois. Alors, Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. les mouvements seraient l'aposème, Ouais. et les C'est SEM ça. seraient Le geste. soit le sens, ce qui signifie. Oui, c'est ça, c'est-à-dire le Donc, sens signifie de... billard, Non, mais ou dans l'exemple la de Charlie situation, Chaplin avec signifie une autre chose. avec la tourte, le golf, le Oui. truc, voilà, donc le SEM c'est le golf et le C'est ça. billard, et puis l'aposème, Un des SEM, C'est tout ce qu'il y a autour. c'est golf-billard, et l'autre, c'est le SEM qu'on entend vis-à-vis de la femme. voilà, Parce l'autre que la- c'est parce que fureur, c'est un mouvement, jalousie, il a quand curiosité, même envie, un haine, sens. souffrance, orgueil, épouvante, amour. Tout ça. Hein? Claudia, Ça fait une grande... Alors, Jeannette, est-ce qu'on pourrait dire, je suis spécialiste des anamorphoses, donc ça fait tout de suite pour moi. Et là, je vois même un paysage anthropomorphe, c'est-à-dire la montagne, la pierre, pierre d'achoppement, pierre, quelque chose qui est rigidifié, qui est un cadavre, qui se met en mouvement, qui se transforme. Donc, l'enveloppe du SEM, tu dis, et tout d'un coup qui prend sens. Est-ce qu'on peut dire une anamorphose, un aposème? Oui, je veux dire, c'est à ces moments-là qu'on Une voit. anamorphose, on Les peut rien aposèmes, on ne les voit pas. On ne vit que dans les SEM. On ne vit que dans les sons. C'est ce qu'on entend, ce qu'on voit et ce qu'on voit dans les mouvements. Donc, je disais que j'étais très contente parce que j'ai vu des aposèmes dans la parole, dans les images, justement, mais je n'avais pas vu dans les mouvements. Ah, Et et ça- donc ça te paraît possible? Absolument, Ah, ok. absolument. Ah, Moi, ok. je le vois bien que D'accord. c'est un mouvement, donc un objet matériel qui prend Ça, deux sens c'est différents ça, ouais. et donc qui nous fait créer deux SEM différents. ça. Et c'est au moment quand on voit deux SEM en même temps Oui. qu'on voit l'aposème. Ah, ben c'est ça, ok, donc ça marche alors. Oui. Ah, Oui, mais pour moi, ok, c'est. parfait. Ah, ok. Je ne sais pas si pour. alors, oui, Non, mais allez-y, si vous aviez... non, c'était pour la faire préciser un petit peu. Là. On voit deux SEM en même temps, Oui. et c'est à ce moment-là que... Qu'on voit Ça va, ouais. qu'il y a un aposème. Alors, plus précisément sur les exemples qu'elle a donnés, Alors, l'aposème serait. les deux SEM, c'est quoi? Là. C'est billard, pénétration. Pour être très précis. Oui. Et l'aposème, Et golf? c'est ça. D'accord. Voilà. Le deuxième, Ah, c'est golf, cette- je ne c'est sais cette pas décharge. combien. Hein. Claudia, Ah bah, est-ce qu'on golf, pourra dire... Vous avez des idées Claudia, est-ce qu'on pourra dire donc c'est l'anamorphose, enfin l'anamorphose de Holbein où on voit rien, on voit juste un geste, enfin un mouvement, on comprend pas. Et après, lorsqu'on a trouvé la position juste, On voit les SEM. ça se redresse et ça fait sens. C'est ça? On peut dire ça? Oui. Ah ben, certainement, dans le tableau de Holbein, il y a quelque chose de kinésique qui invite irrésistiblement à, au lieu d'être Mais tu vois face les- au tableau, à se mettre complètement de profil et voir. Là, à ce moment-là, on voit la tête de mort. Et quand on passe derrière, si je me souviens bien, tout à fait en haut, à gauche du tableau de Holbein, il y a un petit Non, en fait, crucifix. c'est lorsqu'on fait a le que- troisième... Enfin, Hein, bon, enfin, on n'est pas dans Holbein, mais en tout cas, il y a du kinésique là. Mais ça c'est sûr, parce que sûr, vraiment, parce qu'il doit se passer quelque chose, il se passe quelque chose seulement si le spectateur opère Et activement voilà, ce mouvement. Voilà. Ouais. Mais alors, pour revenir à la question, donc, il y a un autre, il y a le billard et il y a le golf. La question, c'est qu'est-ce que c'est que le golf? Le golf. Non mais l'aposème, c'est cette espèce de décharge incroyable. Je veux dire, c'est spectaculaire, hein. Ouais. C'est en tout petit, mais enfin, je veux dire, c'est d'une intensité incroyable.
Et c'est pas localisable, c'est pas parce que il y a ce geste qu'il y a ce sens supplémentaire. C'est qu'il y a ces sèmes, qu'on comprend tout de suite, hein, mais il y a tout ce qu'il y a autour qui me paraît être... C'est vraiment... Le propos, il est là, en fait. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans cette scène. Et c'est pour ça que ça permet de réfléchir à l'aposème. C'est-à-dire que l'aposème, il est central, là. Ce qu'il dit kinésiquement, c'est l'aposème dans cette scène, n'est-ce pas? Oui, Par mais le c'est biais de ces l'acte, sèmes. c'est l'acte qui donne le sens des sèmes. Exactement. Et c'est l'acte qui est important. L'acte et tout ce qu'il y a autour, je veux dire, les deux autres hommes qui reçoivent... voilà. C'est énoncé. Là, ça me semble, oui. C'est cette dynamique qui est centrale à repérer, en fait. Ce sur quoi il faut focaliser et qui est éminemment kinésique, c'est que ce dont il est question, c'est d'une dynamique qui ensuite organise les scènes, qui est permise par, qui est articulée par, mais qui est centrale à la scène. Et c'est là où l'aposème, peut-être, on arrive à l'approcher un peu plus, étant donné que c'est ce qui, justement, ne va pas se formuler d'une manière scénique. Je sais pas si... Donc le cinéma, c'est une pratique de l'aposème. Ah, on pourrait peut-être dire ça. Michel. Attends, Enfin, moi, je voudrais faire peut-être un commentaire puis une question. Enfin, ce que vous dites résonne très fort pour le neurobiologiste parce qu'on sait aujourd'hui que pour que le sens prenne forme à partir de paroles, donc de sons articulés, il faut qu'il y ait une dynamique temporelle. Il n'y a pas de sens sans dynamique temporelle. Et une des propositions de la neurobiologie moderne, c'est de dire que ce qui est particulier dans le langage ou la parole, c'est cette capacité à contracter, à tamponner dans notre cerveau ces événements structurés temporellement, qui prennent un sens parce qu'ils ont cette structuration temporelle. Et là, il y a donc une continuité entre la parole et le geste, parce que finalement, ce qui va donner sens, c'est pas seulement le langage articulé, c'est pas seulement ou écrit, mais c'est tout ce qui accompagne autour. Et on peut d'ailleurs, comme Chaplin le montre bien, communiquer des choses extrêmement compliquées sans parole, précisément. Et donc, du coup, il n'y a pas de... on ne peut pas réduire le langage à la parole, évidemment. En même temps, c'est jamais du même ordre. Donc il faut effectivement qu'il y ait en permanence dans le cerveau cette capacité à donner du sens à partir d'événements cinétiques. Et c'est ça qui est vraiment très important, c'est que ça se déroule dans le temps, que ce soit un geste ou que ce soit des sons. Et l'angoisse par rapport à cette question de temporalité, pardon, j'ai pris la parole sans... Ça va, non, François le dit, et François, bon... Moi, c'était juste une question. Et l'angoisse? Ah ben après, c'est autre chose. C'est que le sens, ensuite, il prend le sens, il se fait aussi par rapport à une expérience. Et si ce qui est vécu a été vécu comme quelque chose de traumatisant, bien sûr, ça résonne. Tous les événements, toute la vie qu'on mène n'est faite que parce qu'elle prend une valeur qualitative. Et la qualité, c'est d'autres systèmes dans le cerveau qui la donnent, mais aucun événement vécu n'est fait en dehors d'un contexte qualitatif, bon, mauvais, douloureux, agréable, plaisir, déplaisir. Dans la clinique analytique, le mouvement, c'est l'angoisse. Le mouvement entraîne toujours l'angoisse. Pourquoi? Dans les rêves, dans... Il faudra que vous nous expliquiez ça, ça m'inquiète beaucoup. Non, mais l'angoisse, au sens où l'entend Lacan. C'est-à-dire expliquer. Non, mais le manque me manque, etc. Bon, mais c'est pas à moi de développer ça. Pierre, mais par rapport à cette question de temporalité, même d'organisation séquentielle du langage, qu'il soit écrit ou parlé, en fait, il y a à contraster cette séquentialité, cette linéarité du langage par rapport à quelque chose qui est une image, et en plus une image genre dynamique, un geste, c'est-à-dire quelque chose de... Alors j'utilise un terme que je ne devrais pas utiliser ici parce que ça veut dire plein de choses, je pense, dans le langage shakespearien, mais on l'utilise souvent, c'est quelque chose de diachronique par rapport à quelque chose de synchronique, c'est-à-dire que effectivement le langage, qu'il soit écrit ou parlé, a cette nature séquentielle pour laquelle effectivement le cerveau est capable à un moment donné de créer un sens, mais alors que l'image, elle a quelque chose d'instantané qui peut créer, alors là aussi je m'avance sur des termes dont je ne suis pas complètement sûr, mais une méta-représentation par rapport à la première représentation qui serait celle
du langage. C'est-à-dire, on a d'abord, alors je ne sais pas où mettre le sème et l'aposème, mais si j'ai compris, il y aurait le sème, ce serait quelque chose qui serait capable d'évoquer une représentation assez directe, et cet aposème, quelque chose qui serait de l'ordre de la méta-représentation, c'est-à-dire on veut représenter autre chose que immédiatement le golf ou le billard. On veut présenter quelque chose d'autre, qui est tout le corps, le désir, ou même là dans le texte de Proust, il y a des montagnes et tout, mais après il y a une qualité qui est une méta-représentation par rapport à tout ça. Ce que tu dis est évidemment très juste, mais ça n'est pas, pourquoi est-ce que l'image fixe peut évoquer plus que quelque chose d'extrêmement statique? C'est parce qu'en fait, on a appris. Donc c'est une autre dimension fondamentale de tous les langages, c'est qu'ils sont fondamentalement appris. C'est quelque chose qui n'existe que parce qu'il y a une expérience. C'est pas donné, c'est pas inné. Et c'est parce que dans le tableau de Chardin, c'est frappant, on interprète la toupie parce qu'effectivement, on a vécu cette expérience-là et on peut lui donner un sens même avec une image statique. Si on montre ça, si on pouvait le montrer à un enfant qui n'a encore jamais vécu ce genre d'expérience, à mon avis, il serait totalement incapable d'interpréter ce tableau. C'est tout à fait juste. Donc la notion d'apprentissage est fondamentale pour que quelque chose prenne sens. Et ça c'est vrai pour tout. Je pense que le texte de Proust, à des gens qui n'ont pas une certaine habitude de la littérature, peut sembler totalement abscons, parce qu'ils vont absolument rien même comprendre. Même ceux qui ont l'habitude de la littérature, ça il faut. Et encore c'est facile. Là. Oui. mais c'est bien l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans Et par rapport au Chardin, quand je travaillais sur ce tableau, je montrais absolument à tout le monde, j'avais une carte, et absolument systématiquement, avant d'utiliser le langage, les gens faisaient un geste. Ils disaient, il a fait ça, etc. Et c'est quoi? Et après, il faut réfléchir, comment est-ce qu'on va trouver les moyens de dire exactement ce qu'on a tout de suite compris, mais qu'on a tout de suite compris si on a eu l'expérience de faire tourner une toupie. Absolument, c'est clair. Et un enfant, et j'ai aussi montré à les enfants, et c'est vrai que j'avais montré à ma fille qui était en train d'apprendre à écrire, et en fait elle m'a pas dit il est en train de faire tourner une toupie, il m'a dit il est en train d'apprendre à écrire parce que il a la position de l'écrire, et c'est grâce à ça que j'ai fait le lien avec la plume, c'est grâce à elle en fait, et qui après saute aux yeux une fois qu'on voit le crayon aussi qui confirme qu'il y a quelque chose qui se passe, d'une potentialité en fait du geste. Simplement du geste immobile. Oui, elle a raison, exactement. Moi, j'avais pas vu, d'ailleurs. Moi non plus. Mais personne, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça confirme exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que si on n'a pas un savoir corporel de ce que ça implique, on ne fait pas l'inférence. Et ce qui confirme à quel point c'est actif. C'est vraiment un acte cognitif dynamique. Et la simulation perceptive, c'est ça. C'est l'acte cognitif dynamique. Et ça opère aussi bien là, sur une peinture statique, mais qui nous pousse à inférer un mouvement, que dans un texte littéraire, où là, effectivement, il y a autre chose qui se met en marche. Mais c'est pareil aussi pour le film. Parce que si on n'entre pas de manière très active dans la scène, par exemple, de La Glace de Chaplin, on peut très bien rien comprendre de ce qui se passe. On ne comprend pas pourquoi il s'affaisse. Donc, je pense que c'est ça, c'est cet intervalle, pour revenir à la discussion qu'on avait hier, cet intervalle-là entre le donné et notre construction de quelque chose qui va faire sens de manière perceptive, et ensuite peut-être à des niveaux high order, je ne sais plus comment dire français, de niveau supérieur. L'inférence de l'inférence. Voilà. De l'inférence. Cet espace-là, il ne va jamais de soi, c'est-à-dire qu'il est le lieu d'un apprentissage, il est le lieu d'une problématisation. Et c'est des niveaux qu'on doit traiter toujours ensemble, c'est-à-dire qu'on peut se focaliser sur un niveau, mais sans oublier que les autres niveaux coexistent en permanence avec ces différents niveaux. Je peux juste faire une remarque sur la force de la peinture, c'est quand même en fait, parce que la toupie elle tient par le mouvement. C'est ça. Donc pas forcément par l'angoisse, mais par le mouvement, et que le peintre il fait tenir la toupie dans la fixité. C'est ça qui est incroyable dans cette peinture, c'est que c'est en suspens, parce qu'il y a ce mouvement qu'on infère, parce que rien ne bouge, d'un mouvement extrêmement rapide, suffisamment rapide pour que la toupie reste debout. Et ça, on le sait parce qu'on l'a fait, parce qu'on a vu une toupie tourner, sinon on ne comprend pas ce tableau. Et la toupie ne pourrait jamais tenir en dehors de la peinture.
Oui, a dit l'artiste. puisque vous citez Proust, évidemment, c'est extrêmement riche. Il dit, j'avais renoté ça pour en parler un petit peu, il fait la distinction dans un texte magnifique, c'est les journées de lecture, si je me souviens bien, bon, où il fait la distinction entre les livres de premier ordre, vraiment, qui sont ceux qui nous donnent des désirs. Bon. Et il distingue les livres de premier ordre aux livres de second ordre en écrivant ceci: le livre de second ordre se composerait de tout ce qui est tu dans un beau livre de premier ordre et qui compose sa noble atmosphère de silence, ce merveilleux vernis qui brille du sacrifice de tout ce qu'on n'a pas dit. Donc, le livre de second ordre, c'est celui qui est bavard, qui dit tout. Et le livre de premier ordre, c'est celui qui brille du vernis de tout ce qu'on n'a pas dit. Alors, pour revenir au film des Chaplin, par exemple, là, c'est vrai qu'il y a... ça signifie, bon, on comprend cette canne qui enfonce... Et qui assomme ou qui châtre, parce qu'après tout, un psychanalyste de vulgate de second ordre. Bon. Voilà. Je voulais juste poser la question. Il y a quand même intervenant là dans le spectacle l'image des spectateurs. J'adore ces barbus énormes. Ah mais ils sont incroyables. Il faut quand même qu'ils soient là. Il faut quand même qu'ils soient là pour ouvrir les yeux, montrer que, ça. À la fois ils ont tout compris, ils n'ont rien compris. C'est ça. Ça commence bien avec la pénétration. C'est la cassation. Surtout que ça tombe sur la barre. Mais est-ce que c'est pas du baseball? Ah, et tu sais, je me suis posé la question. Parce qu'il y a une autre scène. Parce qu'au niveau où il fait ça, le golf c'est par terre et là Non, c'est mais mis je au me suis terre. posé la question. Oui. Mais le baseball, ça implique un lever. Voilà, ouais. Parce qu'il utilise ça dans un autre de ses films où il joue au dé. Oui. En fait. Et pour donner l'impression que c'est un pro du dé, alors Oui. qu'on ne peut pas être pro des dés, c'est un jeu de hasard. Oui, oui. Il fait des mouvements de baseball Ah bon? qui bluffent complètement les gens avec qui il joue. Mais donc, c'est un mouvement. J'ai pensé d'abord que c'était baseball, mais là, comme c'est horizontal, Ouais. je me suis dit non, c'est quand même. Alors, Claudia me signale, puisque je suis modérateur et que je dois rétablir l'ordre, j'ordonne, que la pause maintenant, qu'il est l'heure de la pause. Alors, mais je pose fais juste exception. une question, parce que faut te mettre au travail une question qui nous préoccupe d'ailleurs depuis longtemps avec Pierre dans nos travaux. Si on prend la lettre du 6 décembre 1896 de Freud, il met comme première trace ce qu'il appelle le signe de la perception. Et au fond, comme on a ici, toi qui viens de faire cet exposé sur le signe kinétique, kinésique, perception, je me dis que ton exposé me encouragerait à revisiter cette notion de signe de la perception. Également ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la position de Freud, c'est-à-dire il y a d'abord le premier contact entre le vivant, oui, l'organisme et le langage, c'est le signe de la perception. Lacan a plusieurs fois dit le signe de la perception, je lui donne son vrai nom de signifiant. Après, il a dit autre chose, il a parlé de voilà, mais enfin, ça a été une préoccupation à une époque. Et là, je trouve que je ne vais pas empiéter sur la pause, mais le panel ici permettrait de se repencher sur le signe de la perception. Alors évidemment, qu'est-ce que Freud voulait dire en 1896 avec le mot signe? Qu'est-ce que c'était qu'un signe à cette époque-là? Mais il a quand même lié directement avec la perception. Et ton travail et ton exposé fait revoir complètement différemment ce premier élément qui ensuite est pris dans une réinscription qu'il appelle inconscient, mot qui a eu un certain succès, et puis préconscient et conscient. Hein, donc une série de réinscriptions. Mais tout est issu de ce premier élément qu'il appelle Wahrnehmungszeichen, c'est-à-dire
Oui, signe de la perception. Et j'aimerais bien Wahrnehmung Zeichen. Donc j'aimerais bien, c'est dommage que ce soit la pause, parce que ça c'est une question que j'ai depuis avant ma naissance. Mais on va continuer. On va continuer, alors on passe à la salle.